Imaginez une matinée dans une cité d'Europe au début du XIVe siècle. Les rues devraient bourdonner du murmure familier des boulangeries au travail, les fours crépitant depuis l'aube, l'odeur chaude et réconfortante du pain frais remplissant chaque ruelle. Mais aujourd'hui, les fours restent froids. Les boulangeries demeurent silencieuses. Sur les places de marché, les gens se rassemblent avec une anxiété palpable dans l'air, scrutant les étals vides où devraient s'empiler les miches dorées. L'impensable s'est produit. Le pain a disparu. Pas pour un jour ou deux, mais pour des semaines, des mois, parfois des années. Dans une société où le pain constituait le fondement même de l'existence, où les mots désignant le seigneur et la dame dérivaient littéralement des termes pour gardien du pain et fabricante de pain, cette absence représentait bien plus qu'un simple inconvénient. C'était une catastrophe existentielle qui menaçait l'ordre social tout entier. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les cités médiévales affrontèrent cette crise ultime lorsque les récoltes de céréales s'effondrèrent. Nous explorerons les aliments vers lesquels les populations se tournèrent quand le pain disparut des tables, révélant pourquoi certaines nourritures de survie étaient profondément méprisées, mais absolument essentielles. La question centrale qui guide notre exploration est celle-ci. Quand le fondement même de la vie s'effondrait, qu'est-ce qui sauva les cités médiévales de la famine totale? La réponse se trouve dans des aliments que les gens détestaient, mais dont ils avaient désespérément besoin. Pour comprendre l'ampleur de la catastrophe lorsque le pain venait à manquer, il faut d'abord saisir à quel point la société médiévale était, littéralement, construite autour du grain. Le grain fournissait 65 à 70% des calories au début du XIVe siècle, même parmi la noblesse. Pour les classes laborieuses, cette proportion atteignait 80%. Chaque personne, du plus noble seigneur au plus humble paysan, comprenait instinctivement qu'on était ce qu'on mangeait, et le pain en était la preuve vivante. Au sommet de cette pyramide céréalière se dressait le froment, roi incontesté des grains. Le pain blanc fabriqué à partir de froment pur symbolisait la santé, le plaisir et le statut social. Les médecins de l'époque associaient le pain blanc à une meilleure digestion et à la vigueur corporelle, tandis que les théologiens y voyaient même une dimension quasi spirituelle, un aliment digne des tables nobles et des autels d'église. Mais cette suprématie avait un prix considérable. Le froment exigeait des sols de très haute qualité, ce qui limitait drastiquement les surfaces cultivables. Les vastes champs nécessaires, l'attention minutieuse aux rotations de culture, la vulnérabilité aux variations météorologiques, tout concourait à transformer le froment en luxe réservé à une minorité. Juste en dessous dans la hiérarchie, nous trouvons le méteil, ce mélange ingénieux de froment et de seigle. Le méteil représentait un compromis pragmatique. En mélangeant les grains, on obtenait un pain plus abordable que le froment pur, tout en conservant une partie de son prestige. Les classes moyennes en faisaient leur pain quotidien. Le seigle, lui, occupait une position particulière. Vital dans les îles britanniques et l'Europe du Nord-Ouest, où le froment ne pouvait prospérer, le seigle permettait aux populations de régions froides et humides de cultiver leur propre pain, plutôt que de dépendre entièrement des importations coûteuses. Ces grains sombres produisaient un pain dense, au goût prononcé, considéré comme inférieur au froment, mais infiniment préférable à la fin. Descendons encore cette échelle pour rencontrer l'orge, le grain des pauvres par excellence. Cultivé dans les zones trop humides ou trop froides pour le froment, l'orge servait normalement de nourriture pour le bétail. Son pain se révélait grossier, sombre, difficile à digérer, et portait le stigmate social d'un aliment de dernier recours. L'avoine complétait ce tableau céréalier, cultivé dans les hautes terres du Nord où même l'orge peinait à mûrir.
Considérée comme le plus inférieur des grains destinés à la consommation humaine, l'avoine nourrissait principalement les chevaux. Cette hiérarchie se reflétait avec une précision extraordinaire dans les types de pain disponibles sur les marchés médiévaux. L'élite consommait le pan de main, le wastel et le coquette, tous des pains de froment blanc aussi purs que possible, symbole tangible de leur pouvoir et de leur richesse. Les classes moyennes se contentaient du pain de méteille ou du pain bis. Les pauvres achetaient ce qu'ils pouvaient, pain de seigle quand ils avaient de la chance, pain d'orge ou d'avoine plus généralement. Au bas absolu de cette échelle se trouvait le horse bread, littéralement pain de cheval, un mélange grossier de grains de qualité si médiocre qu'il servait simultanément à nourrir les chevaux et les paysans les plus démunis. La couleur et la texture de votre pain révélaient instantanément votre place dans l'ordre social. Plus votre pain était sombre et lourd, plus basse était votre condition. Mais qu'arrivait-il lorsque même ces pains grossiers devenaient impossibles à fabriquer? Lorsque les récoltes échouaient, non seulement pour le froment, mais pour tous les grains. Le printemps de l'année 1315 débuta, non pas avec le doux réchauffement habituel qui promettait une nouvelle saison de croissance, mais avec une pluie incessante qui refusait de cesser. À travers toute l'Europe, des pluies inhabituellement lourdes commencèrent à tomber, transformant les champs en marécages et les chemins en rivières de boue. Ce qui aurait dû être une averse passagère continua tout le printemps, puis tout l'été, tandis que les températures demeuraient obstinément fraîches. Les grains dans les champs, gorgés d'eau et privés de chaleur, ne parvinrent jamais à mûrir. Ce que personne ne comprenait alors, c'est que 1315 et l'année précédente, 1314, représenteraient les 2 années les plus humides enregistrées sur une période de 7 siècles, entre 1300 et 2012. L'Europe vivait la fin de la période chaude médiévale, et les décennies de 1310 à 1330 allèrent connaître les pires conditions météorologiques de tout le Moyen Âge. Les chroniqueurs de l'époque nous ont laissé des témoignages glaçants de ce qui se déroula. Jean de Trokelove, moine à l'abbaye de Saint-Alban, écrivit avec une précision bouleversante: « La viande et les œufs commencèrent à manquer, les chapons et la volaille pouvaient à peine être trouvés. » Mais c'étaient les prix qui révélaient véritablement l'ampleur de la catastrophe. Un quarter de froment, qui se vendait normalement pour quelques shillings, atteignit 20 shillings. L'orge valait un marc, l'avoine 10 shillings. Peut-être plus révélateur encore, un quarter de sel se vendait pour 35 shillings, car sans sel, impossible de préserver la moindre nourriture pour l'hiver à venir. Les chroniques des maires et shérifs de Londres rapportèrent avec une sobriété terrible. Échec des récoltes. Une famine s'ensuivit à un tel degré que les gens des villages affluèrent vers la cité pour trouver de la nourriture. Les chroniques de Bristol, avec encore plus de gravité, décrivirent pour l'année 1315 une grande famine de disette avec une mortalité si importante que les vivants peinaient à suffire pour enterrer les morts. La chronologie de cette catastrophe révèle sa nature implacable. Les années 1315 à 1317 marquèrent le pic absolu de la famine, mais la crise ne s'arrêta pas là. L'approvisionnement alimentaire ne se normalisa qu'en 1325, une décennie entière de pénuries sévères et de malnutrition chronique. Les estimations des pertes humaines glacent le sang. Dans de nombreuses villes et cités, entre 10 et 25% de la population périt. La véritable tragédie se mesurait aussi dans ce qui fut consumé plutôt que préservé. Les paysans affamés, face au choix impossible entre mourir maintenant ou mourir plus tard, mangèrent leurs semences, ce grain précieux qui aurait dû être planté pour la récolte suivante. Cet acte de désespoir garantissait que même si le temps s'améliorait, les champs ne pourraient être ensemencés correctement,
perpétuant la famine pour une année de plus. Les forêts furent dépouillées de tout ce qui était comestible: racines sauvages, graminées, noix, écorces. Les chroniqueurs rapportèrent avec horreur que les gens étaient réduits à manger des chiens et des chevaux et d'autres choses impures. Les pauvres se battaient pour des carcasses de chevaux en putréfaction, la dignité abandonnée face à la nécessité brute de calories. Cette catastrophe ne représentait pas un événement unique dans l'histoire médiévale. Au contraire, elle s'inscrivait dans un schéma beaucoup plus large de vulnérabilité chronique. Entre 750 et 950 de notre ère, les famines survenaient en moyenne tous les 20 ans. 20 ans, à peine une génération. Cela signifiait que chaque personne pouvait s'attendre à vivre au moins une famine majeure au cours de son existence, probablement plusieurs. Une étude remarquable portant sur Winchester, en Angleterre, couvrant la période de 1232 à 1349, nous offre une fenêtre encore plus troublante sur cette précarité chronique. Les échecs de la récolte de froment survenaient en moyenne tous les 12 ans. Pour l'orge et l'avoine, grains censés être plus robustes et fiables, les échecs se produisaient encore plus fréquemment, tous les 8 ans en moyenne. Pourquoi cette fréquence effroyable? La dépendance totale envers les conditions météorologiques constituait le facteur le plus évident. Une sécheresse prolongée, des pluies excessives, un gel tardif au printemps ou précoce à l'automne, et des mois de labeur se transformaient en champs stériles. L'absence de réseaux commerciaux mondiaux aggravait dramatiquement chaque crise locale. Si une région entière subissait un échec de récolte, il n'existait aucune source d'importation capable de combler le déficit. Mais voici ce qui rend la société médiévale véritablement remarquable. Consciente de cette vulnérabilité chronique, elle développa et préserva un savoir élaboré sur la survie en période de famine. Les aliments de substitution n'étaient pas des découvertes désespérées faites dans le chaos de 1315. Ces savoirs circulaient dans les communautés paysannes, transmis de parents à enfants, activés génération après génération chaque fois que les récoltes décevaient. Les grands-mères enseignaient aux petites filles quelles racines pouvaient être consommées et comment les préparer pour éliminer l'amertume ou la toxicité. Lorsque le froment venait à manquer, les populations médiévales activaient un système, une échelle de substitution soigneusement calibrée par des siècles d'expérience amère. Quand les approvisionnements de froment s'amenuisaient, la première réponse instinctive consistait non pas à abandonner le pain, mais à le fabriquer avec des grains inférieurs. Cette stratégie suivait la hiérarchie établie, mais en sens inverse, du froment vers le seigle, du seigle vers l'orge, de l'orge vers l'avoine. Le seigle émergeait naturellement comme la première alternative au froment. Cette robustesse faisait du seigle la bouée de sauvetage de millions de paysans. Mais pour les classes moyennes et supérieures, habituées au froment blanc et moelleux, le passage au pain de seigle dense et sombre représentait une chute humiliante. Or, voilà que le seigle apportait avec lui un danger insidieux: l'ergot. Le champignon Claviceps purpurea infectait les épis de seigle, particulièrement durant les années humides, produisant des sclérotes toxiques qui se mélangeaient aux grains lors de la récolte. Ces sclérotes contenaient des alcaloïdes puissants qui, consommés en quantité suffisante, provoquaient l'ergotisme, connu au Moyen Âge sous le nom terrifiant de feu de Saint-Antoine. Les symptômes commençaient par une sensation de brûlure dans les extrémités, d'où le nom de feu, suivi d'une restriction du flux sanguin vers les mains et les pieds. Dans les stades avancés, la gangrène s'installait, et les doigts, les orteils, parfois les mains et les pieds entiers, se détachaient littéralement du corps. Les hallucinations, les convulsions, les nausées et l'insomnie tourmentaient les victimes, créant un tableau clinique d'horreur médiévale.
L'ampleur de ce fléau dépasse l'imagination moderne. Un seul épisode en France au Xe siècle tua entre 20 000 et 40 000 personnes. Les moines bénédictins dédiés à saint Antoine établirent près de 370 hôpitaux à travers l'Europe à la fin du XVe siècle, témoignage de la fréquence et de la gravité du problème. Ces institutions proposaient un traitement étonnamment efficace, un régime de grains exempt de spores d'ergot. Le simple fait de retirer la source d'intoxication permettait souvent une récupération partielle, bien que les dommages aux extrémités demeuraient irréversibles. Voici donc le cercle vicieux terrible de la famine médiévale. Les années humides qui causaient les échecs de récolte créaient aussi les conditions parfaites pour la prolifération de l'ergot. Précisément quand les populations se tournaient désespérément vers le seigle pour survivre, ce seigle devenait plus dangereux que jamais. Manger du pain de seigle contaminé pouvait vous empoisonner, mais ne pas manger du tout vous condamnait à coup sûr. Un choix horrible entre deux morts, lente par la faim ou atroce par l'empoisonnement. Lorsque même le seigle devenait rare ou trop dangereux, les populations se tournaient vers l'orge et l'avoine. Ces grains servaient normalement de nourriture pour les animaux d'élevage. Leur transformation en pain pour consommation humaine signifiait que les humains entraient en compétition directe avec leur propre bétail pour des ressources limitées. Un choix terrible se présentait. Nourrir les bœufs de labour dont on aurait besoin pour la prochaine saison de plantation, ou nourrir sa famille affamée maintenant. Beaucoup choisirent leurs enfants plutôt que leurs animaux, condamnant ainsi les récoltes futures au profit de la survie immédiate. Le pain d'orge et d'avoine se révélait particulièrement difficile à rendre comestible. La texture restait grossière même après un pétrissage minutieux. Le goût variait du fade au franchement désagréable. Les estomacs délicats des élites se rebellaient contre cette nourriture rustique, provoquant crampes et troubles digestifs chez ceux dont les corps n'étaient pas habitués à une alimentation aussi rude. Cette inversion temporaire de la hiérarchie alimentaire ne signifiait pas pour autant une égalisation véritable de la société. Les riches consommaient peut-être du pain de seigle, mais ils en avaient davantage et de meilleure qualité que les pauvres. Ils pouvaient se permettre d'acheter du grain relativement frais, moins susceptible d'être contaminé par l'ergot. Même dans la pénurie, les gradations de classe persistaient. Le ressentiment, l'humiliation, le désespoir. Cette descente forcée de l'échelle céréalière s'accompagnait d'une souffrance morale autant que physique. Pour une dame noble habituée au pain blanc et moelleux, devoir manger du pain d'orge sombre constituait une mortification sociale autant que physique. Mais qu'arrivait-il lorsque même ces grains inférieurs venaient à manquer? L'échelle descendait encore plus bas, vers des aliments qui n'étaient même pas considérés comme des sources légitimes de pain. Dans le paysage alimentaire médiéval, les légumineuses occupaient une position profondément ambiguë, à la fois essentielle et méprisée, nourrissante et socialement dégradante. Les pois chiches, les fèves et les pois des champs poussaient dans presque tous les jardins et champs d'Europe, fournissant des protéines cruciales aux classes laborieuses dont les budgets permettaient rarement l'achat de viande. Les fèves larges constituaient un aliment de base si fondamental pour les paysans qu'elles portaient littéralement le nom de « nourriture du pauvre homme ». Les autorités médicales, qui conseillaient les classes supérieures, regardaient les légumineuses avec une suspicion notable. Leurs traités diététiques attribuaient aux légumes secs des propriétés potentiellement dangereuses pour les constitutions délicates des nobles. Le problème le plus fréquemment cité était la flatulence, effet secondaire bien réel de la consommation de légumineuses riches en fibres. Pour une société obsédée par les bonnes manières à table et le raffinement corporel, l'idée même de produire des gaz intestinaux relevait d'une vulgarité inadmissible. Au-delà de cette préoccupation physiologique se cachait un préjugé social plus profond.
Les légumineuses étaient associées aux paysans grossiers, à la rudesse rurale, à tout ce dont les élites cherchaient à se distinguer. Les cuisiniers nobles utilisaient certes des pois et des fèves dans certains plats, mais toujours en accompagnement, jamais comme nourriture principale, et surtout jamais sous forme de pain. Bon, car c'est précisément sous forme de pain que les légumineuses devenaient cruciales durant les famines. Lorsque les grains céréaliers manquaient complètement, les populations se tournaient vers la fabrication de pain à partir de fèves et de pois séchés, broyés en farine. Ce pain de légumineuses se révélait dense, lourd, difficile à lever même avec les meilleures techniques de boulangerie. La texture demeurait granuleuse, le goût terreux et parfois amer. Mais ces inconvénients s'effaçaient devant un fait crucial. Les légumineuses fournissaient des protéines substantielles et des calories réelles qui pouvaient maintenir un corps en vie quand le grain faisait défaut. Les chroniqueurs médiévaux rapportèrent un phénomène révélateur. Durant les années de famine, les aliments qui autrement auraient moins figuré dans les régimes des riches devenaient soudainement acceptables. Les dames nobles qui auraient autrefois refusé avec dégoût un potage de fèves se retrouvaient à en manger quotidiennement. Cette inversion temporaire de la hiérarchie alimentaire ne signifiait pas une égalisation sociale, mais elle forçait les élites à confronter la réalité matérielle que les pauvres connaissaient depuis toujours. Quand on a faim, on mange ce qui est disponible. Mais voilà le plus remarquable. La transformation des légumineuses en nourriture comestible durant les crises ne représentait pas une improvisation désespérée. Les techniques de préparation étaient bien établies, raffinées à travers des générations de nécessité. Le trempage prolongé dans de l'eau, le changement répété de cette eau, la cuisson lente et minutieuse, tout concourait à rendre les légumineuses aussi palatables que possible et à réduire leurs effets digestifs désagréables. Tournons-nous maintenant vers l'aliment qui incarnait peut-être le mieux la survie médiévale. Le potage, cette soupe épaisse, mijotée pendant des heures dans la marmite familiale suspendue au-dessus du feu, constituait la nourriture de base de la majorité de la population européenne, même en temps normal. Sous le règne des Tudors, les chroniqueurs notèrent que de nombreux paysans vivaient presque uniquement de potage. Cette dépendance au potage s'accentuait dramatiquement durant les famines, lorsque la soupe devenait le seul moyen de transformer des ingrédients disparates et peu appétissants en quelque chose de consommable. La beauté pragmatique du potage résidait dans sa flexibilité totale. N'importe quelle combinaison de légumes, de grains, de légumineuses, d'herbes sauvages pouvait être jetée dans la marmite. Les heures de cuisson lente attendrissaient les légumineuses coriaces, les légumes racines fibreux et les grains grossiers. Le tout s'amalgamait en une soupe épaisse qui réchauffait les corps et remplissait les ventres. Durant les famines, le contenu du potage s'appauvrissait considérablement, les ingrédients de choix remplacés par des substituts de plus en plus désespérés, mais la structure de base demeurait liquide, chaleur, temps. Le potage illustrait une vérité fondamentale sur la survie médiévale. La préparation appropriée transformait l'immangeable en mangeable. Des racines amères devenaient comestibles après un trempage prolongé et une cuisson lente dans le potage. Des herbes sauvages, au goût désagréable cru, s'intégraient dans le mélange. Même certaines plantes légèrement toxiques perdaient leur dangerosité après une préparation soigneuse. Ce savoir n'était pas écrit dans des livres, car les paysans qui en dépendaient ne savaient généralement pas lire. Ils vivaient dans la mémoire collective, transmis oralement de génération en génération, préservés précisément parce que l'oublier signifiait la mort. Lorsque même les légumineuses et le potage ne suffisaient plus, lorsque les réserves de pois et de fèves s'épuisaient, les populations se tournaient vers les forêts. Durant la famine de 1058 dans le sud de l'Italie,
Les chroniqueurs rapportèrent que les gens affamés volaient les glands destinés aux cochons. Ces glands, normalement réservés aux droits de pannage qui permettaient aux porcs de se nourrir dans les forêts seigneuriales, devenaient une ressource désespérément convoitée par des humains réduits à la famine. Les glands exigeaient une préparation minutieuse pour être comestibles. Leur haute teneur en tanins les rendait amers et potentiellement toxiques s'ils étaient consommés crus en grande quantité. Le processus de traitement, connu par les populations rurales depuis des temps immémoriaux, impliquait de faire bouillir les glands à plusieurs reprises, changeant l'eau entre chaque ébullition pour lessiver les tanins. Une fois traités, les glands pouvaient être séchés, broyés en farine et mélangés avec d'autres farines pour faire une sorte de pain. Le goût demeurait désagréable, la texture granuleuse, mais les glands fournissaient des calories réelles, du gras et des protéines qui pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Les noisettes, les noix, les faines de hêtre, les châtaignes, toutes ces ressources forestières étaient méthodiquement récoltées durant les années de famine. Les châtaignes occupaient une place particulière dans ce système, car dans certaines régions montagneuses du sud de l'Europe, elles constituaient un aliment de base même en temps normal. La farine de châtaigne produisait un pain dense mais nutritif, et les populations des Alpes et des Apennins dépendaient de leurs châtaigneraies presque autant que les paysans des plaines dépendaient de leurs champs de céréales. Durant les famines, cette connaissance des châtaignes se diffusait vers le nord, des réfugiés affamés apprenant des habitants des montagnes comment transformer ces fruits en nourriture. Les racines sauvages formaient une autre catégorie cruciale de nourriture de famine. Les carottes sauvages, les navets sauvages, les racines de bardane, les tubercules de diverses plantes des bois, tout cela était déterré avec acharnement par des populations désespérées. Ce qui donnait un certain avantage aux paysans sur les nobles durant ces crises, c'était précisément cette connaissance intime de la terre et de ce qu'elle offrait. Un paysan savait où trouver les racines comestibles, à quelle saison les déterrer, comment les préparer. Un noble affamé dans une forêt mourrait d'ignorance entouré de nourriture potentielle qu'il ne reconnaissait pas. Les herbes sauvages, les feuilles, les pousses tendres de certains arbres au printemps, tout cela entrait dans le régime de famine. L'oseille sauvage, les orties, les feuilles de pissenlit, les jeunes pousses de fougères avant qu'elles ne se déroulent, ces verdures fournissaient des vitamines essentielles qui prévenaient le scorbut et d'autres maladies de carence. Les orties, particulièrement, se révélaient précieuses, abondantes, nutritives, et une fois cuites, leur piquant disparaissait. Une soupe d'ortie pouvait sauver une famille de la famine, et les paysans le savaient bien. Mais qu'arrivait-il lorsque même les forêts étaient dépouillées, lorsque trop de gens cherchaient les mêmes ressources limitées? Durant la grande famine de 1315 à 1317, la pression sur les ressources forestières devint si intense que les autorités durent parfois intervenir pour empêcher la destruction totale des bois. Lorsque cette extrémité était atteinte, un dernier recours demeurait, peut-être le plus désespéré de tous, l'écorce des arbres. Le pain d'écorce représentait le fond absolu de la hiérarchie alimentaire, le dernier rempart avant la mort par inanition. L'écorce de certains arbres, particulièrement le bouleau, le pin et l'orme, pouvait être récoltée, séchée, broyée en poudre et mélangée à n'importe quelle farine disponible, même une simple poussière de grain, pour créer une substance qu'on pouvait techniquement appeler pain. Techniquement, car ce pain d'écorce avait peu en commun avec ce que nous appelons pain aujourd'hui. L'écorce ne contient pratiquement aucune valeur nutritionnelle accessible aux humains. Nous ne possédons pas les enzymes digestives nécessaires pour décomposer la cellulose qui constitue l'essentiel de la matière végétale ligneuse. Consommer du pain d'écorce remplissait l'estomac, créait une sensation temporaire de satiété,
mais ne fournissait pratiquement aucune calorie réelle. Les gens qui subsistaient au pain d'écorce mouraient lentement de faim, même avec l'estomac plein, leur corps se consumant de l'intérieur, tandis qu'ils mâchaient et avalaient une substance que leur métabolisme ne pouvait exploiter. Alors pourquoi le manger? Parce que la faim, cette sensation atroce de vide qui ronge l'estomac et brouille l'esprit, devenait temporairement supportable après avoir ingéré du pain d'écorce. Pendant quelques heures, l'illusion de la satiété permettait de fonctionner, de chercher de la vraie nourriture, de tenir un jour de plus dans l'espoir que la situation s'améliorerait. Le pain d'écorce achetait du temps psychologique, sinon de la subsistance physiologique. Les chroniqueurs décrivirent avec horreur les populations réduites à manger de l'écorce. Dans les régions scandinaves, où la tradition du pain d'écorce persista même après le Moyen Âge comme nourriture d'urgence, des techniques se développèrent pour maximiser la valeur nutritionnelle en mélangeant l'écorce avec le cambium, cette fine couche entre l'écorce et le bois qui contient quelques nutriments accessibles. Mais même avec ces raffinements, le pain d'écorce demeurait un marqueur de désespoir absolu. Imaginez-vous descendre cette échelle alimentaire que nous venons de parcourir. Vous commencez avec du pain blanc de froment, doux et moelleux. La famine arrive et vous passez au seigle, au méteil. La situation empire et vous mangez du pain d'orge, puis d'avoine. Les grains s'épuisent et vous vous tournez vers les fèves et les pois. Vos réserves de légumineuses disparaissent et vous fouillez les forêts pour des glands et des racines. Finalement, désespéré, vous récoltez de l'écorce d'arbre et vous la broyez pour faire un simulacre de pain qui remplit votre estomac sans nourrir votre corps. Chaque étape de cette descente représente une perte supplémentaire de dignité, de santé, d'espoir, jusqu'à ce que vous atteigniez un point où vous mangez techniquement, mais mourrez quand même. Cette progression horrible n'était pas théorique. Des millions de personnes la vécurent réellement durant les famines médiévales, particulièrement durant la Grande Famine de 1315 à 1317. Le fait que cette connaissance existait, que les techniques de préparation de l'écorce étaient connues et transmises, témoigne de la fréquence avec laquelle de telles extrémités étaient atteintes. Mais toutes les populations médiévales ne souffraient pas également durant les famines. Les villes, avec leurs ressources concentrées, leur pouvoir politique et leurs réseaux commerciaux, possédaient des avantages considérables sur les campagnes isolées. Examinons maintenant comment les cités médiévales mobilisèrent leurs structures urbaines pour combattre la famine, créant des systèmes de gestion de crise qui sauveraient des milliers de vies. Les villes médiévales approchaient la menace de la famine avec une sophistication qui contraste fortement avec l'image populaire du Moyen Âge comme période d'ignorance et de chaos. Les autorités urbaines comprenaient parfaitement que la stabilité politique de leur cité dépendait directement de leur capacité à nourrir la population. Et elles déployèrent des stratégies remarquablement efficaces pour gérer les pénuries. La pierre angulaire de la défense urbaine contre la famine résidait dans les greniers publics. Nuremberg, par exemple, maintenait des réserves suffisantes pour 3 à 4 années. Ces installations massives, construites avec soin pour protéger le grain de l'humidité, des rongeurs et des insectes, représentaient un investissement énorme en ressources publiques. Mais cet investissement rapportait des dividendes cruciaux durant les années de crise, permettant aux villes de nourrir leur population quand les campagnes environnantes mouraient de faim. La gestion de ces greniers publics relevait d'une science minutieuse. Les administrateurs devaient calculer avec précision combien de grains acheter durant les années d'abondance, quand les prix étaient bas, pour constituer des réserves sans ruiner les finances municipales. Ils devaient surveiller l'état des stocks, organiser des rotations pour éviter la détérioration et décider du moment optimal pour libérer le grain sur le marché durant les pénuries.
Ces décisions pouvaient signifier la différence entre une crise gérable et une catastrophe totale. Lors de la pénurie de 1258 à Londres, 50 navires chargés de grains d'Allemagne arrivèrent grâce aux efforts des marchands germaniques, les colonniers. Le roi Henri III accorda des privilèges supplémentaires à ces marchands, en reconnaissance de leur rôle vital dans l'importation de grains. Cet exemple illustre comment les villes utilisaient leurs connexions commerciales internationales pour contourner les pénuries locales. Quand l'Angleterre souffrait de mauvaises récoltes, peut-être la Baltique ou l'Allemagne du Nord avaient connu de bonnes années, et le grain pouvait être acheminé par voie maritime, malgré les coûts énormes. Les pénuries de 1439 à 1440 conduisirent à la création d'un grenier public à Leadenhall, à Londres. Le lord-maire Simon Eyre rénova le manoir en marché, grenier, école de grammaire et chapelle, conçu par le maître maçon John Croxton. Complété en 1449, c'était le premier grenier public de Londres, témoignage durable de la façon dont les crises stimulaient l'innovation institutionnelle. Les autorités urbaines comprenaient aussi l'importance cruciale de l'information. Coventry, en 1520, mena un recensement durant une pénurie qui enregistrait non seulement les habitants, mais aussi leurs réserves de grains. Ce recensement permettait aux autorités d'identifier les marchands qui thésaurisaient du grain au-delà de leurs besoins immédiats, créant artificiellement de la rareté pour faire monter les prix. Ces thésauriseurs pouvaient être forcés de vendre leur surplus à des prix contrôlés, redistribuant ainsi les ressources plus équitablement. La régulation des prix du pain constituait une autre intervention urbaine cruciale. Les assises de pain, réglementations élaborées qui fixaient les prix du pain en fonction des prix du grain, existaient dans la plupart des villes européennes. Durant les pénuries, les autorités appliquaient strictement ces règles, empêchant les boulangers de profiter de la détresse publique. Les boulangers pris en flagrant délit de violation des assises encouraient des amendes sévères, voire l'emprisonnement. Cette régulation stricte garantissait que même durant les crises, le pain demeurait accessible aux classes laborieuses, du moins en théorie. En pratique, bien sûr, le fonctionnement de ces systèmes dépendait de la volonté et de la capacité des autorités à les faire respecter. Durant les famines extrêmes, même les réglementations les plus strictes s'effondraient parfois sous la pression de la pénurie absolue. Mais l'existence même de ces cadres réglementaires témoigne d'une reconnaissance claire que les marchés libres non régulés, durant les crises alimentaires, conduisaient à la catastrophe sociale. Les villes mobilisaient aussi leurs ressources charitables de manière coordonnée. Les monastères et les institutions religieuses, qui servaient environ 15% de la population normalement, voyaient ce pourcentage augmenter dramatiquement durant les années de famine. Les distributions de pain aux portes des monastères devenaient des lignes de vie pour des milliers de pauvres urbains. Les moines bénédictins, franciscains et dominicains distribuaient de la nourriture quotidiennement, transformant leurs propres réserves en aumônes pour les affamés. Cette charité monastique ne représentait pas simplement de la bonté spontanée, mais une obligation structurelle profondément ancrée dans la théologie médiévale. Les institutions religieuses contrôlaient d'immenses richesses foncières, et la légitimité de cette richesse reposait en partie sur leur rôle de filet de sécurité sociale. Un monastère qui refusait de nourrir les affamés durant une famine trahissait sa mission fondamentale et risquait de perdre le soutien public qui soutenait son pouvoir. Les chroniques médiévales louaient les abbés généreux qui ouvraient leurs greniers durant les crises et condamnaient ceux qui thésaurisaient égoïstement. Les hôpitaux de Saint-Antoine, dont nous avons parlé plus tôt dans le contexte de l'ergotisme, jouaient aussi un rôle vital durant les famines générales. Avec près de 370 institutions à travers l'Europe à la fin du XVe siècle, ces hôpitaux formaient un réseau de secours qui s'étendait à travers tout le continent.
Leur expertise dans la fourniture d'un régime de grains non contaminés les rendait particulièrement précieux durant les années humides quand l'ergot proliférait. Mais reconnaissons une vérité inconfortable. Malgré tous ces systèmes urbains sophistiqués, les villes ne pouvaient sauver tout le monde. La capacité des greniers publics avait ses limites. Les réseaux commerciaux ne pouvaient importer du grain que s'il existait un surplus quelque part. La charité monastique s'épuisait quand les demandes dépassaient les ressources. Durant la Grande Famine de 1315 à 1317, même les villes les mieux organisées virent entre 10 et 25% de leur population périr. Ces systèmes urbains révèlent néanmoins quelque chose de profond sur la société médiévale. La reconnaissance que la survie collective exigeait une action collective. Les greniers publics, les réglementations des prix, la charité organisée, tout cela témoignait d'une compréhension que laisser les individus se débrouiller seuls durant une famine garantissait le chaos social et la mort massive. Cette sagesse collective, née de siècles d'expériences amères avec la famine récurrente, créa des institutions qui, bien qu'imparfaites, sauvèrent des milliers de vies. L'Église médiévale ne se contentait pas de fournir une assistance matérielle durant les famines. Elle offrait aussi un cadre théologique pour comprendre et donner sens à la souffrance. Cette interprétation religieuse de la famine façonnait profondément la façon dont les populations réagissaient au désastre, influençant tout, des prières publiques aux dynamiques politiques. La théologie médiévale dominante interprétait la famine comme un châtiment divin pour les péchés collectifs. Les sermons durant les années de famine martelaient ce thème. Dieu avait envoyé la pénurie pour punir la société de ses transgressions morales et spirituelles. Cette interprétation n'était pas simplement une explication commode, inventée par le clergé, mais s'enracinait profondément dans la tradition biblique et la logique théologique médiévale. L'Ancien Testament regorge d'exemples de famines, envoyées comme châtiment divin. Les 7 années de famine en Égypte, les famines qui frappèrent Israël pour diverses transgressions, ces récits bibliques établissaient un précédent clair. Quand les récoltes échouaient, c'était parce que Dieu était mécontent. La logique théologique médiévale renforçait cette interprétation en insistant sur la providence divine, l'idée que rien n'arrivait sans la volonté ou la permission de Dieu. Si Dieu contrôlait tout, alors les pluies qui noyaient les récoltes étaient nécessairement un acte divin délibéré, pas un simple accident météorologique. Cette interprétation théologique avait des conséquences pratiques profondes. Si la famine était un châtiment pour le péché, alors la réponse appropriée impliquait la pénitence collective. Les processions religieuses remplissaient les rues des villes durant les années de famine, des milliers de personnes marchant pieds nus, récitant des prières, implorant le pardon divin. Des jeûnes publics étaient proclamés, ajoutant ironiquement la privation volontaire à la privation involontaire déjà imposée par la pénurie de nourriture. Les autorités ecclésiastiques organisaient des messes spéciales pour implorer la miséricorde divine. Les reliques de saints étaient portées en procession, dans l'espoir que leur intercession convaincrait Dieu de mettre fin à la punition. Les pèlerinages vers des sanctuaires saints s'intensifiaient, les fidèles cherchant désespérément un moyen de gagner la faveur divine et de mettre fin à la souffrance collective. Ce cadre théologique créait aussi une dynamique sociale complexe autour de la question de la culpabilité. Quel péché spécifique avait provoqué la colère divine? Les prédicateurs pointaient généralement vers les vices des élites, l'avarice, la luxure, l'orgueil, l'oppression des pauvres. Cette rhétorique pouvait servir de soupape de sécurité sociale, permettant l'expression de griefs populaires contre les puissants sous le couvert de la critique théologique. Un sermon dénonçant l'avarice des nobles qui thésaurisaient le grain
pouvaient mobiliser la pression populaire pour une redistribution sans franchir explicitement dans la rébellion. Mais ce cadre théologique pouvait aussi détourner la colère populaire vers des boucs émissaires. Durant les famines, les persécutions de groupes marginalisés s'intensifiaient souvent. Les Juifs, déjà victimes de préjugés profonds, étaient parfois accusés d'avoir causé la famine par des moyens surnaturels. Les femmes soupçonnées de sorcellerie devenaient des cibles commodes pour une population cherchant désespérément quelqu'un à blâmer. Ces explosions de violence scapegoating témoignaient du besoin humain profond d'identifier des causes compréhensibles et punissables pour des souffrances qui semblaient autrement aléatoires et insupportables. La foi religieuse offrait aussi du réconfort psychologique durant les épreuves. La croyance que la souffrance actuelle avait un sens, qu'elle servait un but divin même si incompréhensible, aidait certains à endurer l'inendurable. La promesse que ceux qui mouraient en état de grâce rejoindraient le paradis adoucissait légèrement l'amertume de voir des proches mourir de faim. Les rituels religieux, les prières, les processions, tout cela créait des structures de sens et de communauté qui rendaient la catastrophe marginalement plus supportable. D'ailleurs, cette interprétation théologique de la famine coexistait avec des réponses pratiques. Les mêmes autorités religieuses qui proclamaient que la famine était un châtiment divin organisaient aussi des distributions de nourriture, géraient des hôpitaux et soutenaient les systèmes de greniers publics. Il n'y avait aucune contradiction perçue entre interpréter la famine comme volonté divine et lutter activement pour en atténuer les effets. Dieu avait envoyé l'épreuve, mais la charité chrétienne exigeait de secourir les victimes. Voyons maintenant comment cette tension entre interprétation théologique et réalité matérielle pouvait se transformer en crise politique. Lorsque la faim se prolongeait et que les systèmes de secours s'avéraient insuffisants, la patience populaire s'épuisait. Le cadre théologique qui encourageait la résignation pieuse face au châtiment divin entrait en conflit avec la rage viscérale contre ceux qui semblaient s'enrichir de la misère commune. La famine ne détruisait pas simplement les corps, elle érodait les fondements mêmes de l'ordre social. Dans une société où la légitimité politique reposait en grande partie sur un contrat implicite, l'incapacité persistante à fournir de la nourriture brisait ce contrat et ouvrait la porte à la révolte. Le contrat social médiéval, bien que jamais formulé explicitement dans ces termes, opérait selon une logique claire. Les seigneurs et les autorités possédaient des privilèges et du pouvoir en échange de la protection et de la subsistance de leurs sujets. Quand les récoltes échouaient et que le pain disparaissait, cette partie du contrat s'effondrait. Si les autorités ne pouvaient remplir leur obligation fondamentale de maintenir l'approvisionnement alimentaire, pourquoi les populations continueraient-elles à respecter leur propre part du contrat, à savoir l'obéissance et la déférence? Les émeutes de la faim ponctuaient régulièrement l'histoire médiévale, explosion de violence populaire dirigée contre ceux qui contrôlaient les approvisionnements alimentaires. Les boulangers accusés de vendre du pain de mauvaise qualité ou de poids insuffisants voyaient leurs boutiques saccagées. Les marchands de grains soupçonnés de thésaurisation pour faire monter les prix étaient attaqués par des foules furieuses. Les greniers, qu'ils soient privés ou même parfois publics, étaient pris d'assaut, leur contenu distribué de force parmi les affamés. Ces émeutes suivaient souvent un schéma remarquablement similaire à travers l'Europe et les siècles. Elles commençaient généralement sur les marchés, où les prix exorbitants du pain déclenchaient l'indignation publique. Une confrontation entre un marchand et un acheteur s'intensifiait rapidement quand d'autres se joignaient à la dispute. La foule grossissait, sa colère se concentrait sur des cibles spécifiques, perçues comme responsables de la pénurie artificielle. La violence éclatait, dirigée non pas aveuglément, mais stratégiquement contre les stocks de grains et ceux qui les contrôlaient. Enfin, ces émeutes, bien que violentes,
opéraient souvent selon une logique morale que les participants considéraient comme légitime. Les émeutiers ne se percevaient généralement pas comme des criminels, mais comme des agents de la justice économique, rétablissant par la force un équilibre que les autorités avaient permis de se déséquilibrer. Cette économie morale, comme les historiens l'ont appelée, reposait sur l'idée que certains comportements économiques, même s'ils étaient techniquement légaux, violaient des normes éthiques fondamentales. Vendre du grain à des prix de famine quand on en possédait en abondance transgressait ces normes, justifiant une intervention populaire. Les autorités réagissaient à ces émeutes avec un mélange de répression et de concession. La répression violente était risquée car elle pouvait transformer une émeute localisée en soulèvement généralisé. Les autorités prudentes préféraient souvent faire quelques concessions, libérer des stocks de grains publics, forcer les marchands à vendre à des prix réduits, punir publiquement quelques boucs émissaires accusés de thésaurisation. Ces concessions temporaires calmaient la situation immédiate, tout en préservant les structures de pouvoir fondamentales. Mais lorsque les famines se prolongeaient et s'intensifiaient, les émeutes localisées pouvaient se transformer en soulèvements régionaux ou même nationaux. La révolte des paysans en Angleterre en 1381 illustre comment les tensions accumulées durant des décennies de pénurie et d'exploitation pouvaient exploser en violence révolutionnaire. Le contexte de cette révolte remonte à la peste noire de 1348, qui tua entre 30 et 40% de la population britannique. Cette catastrophe démographique créa une pénurie de main-d'œuvre qui donna soudainement aux travailleurs survivants un pouvoir de négociation sans précédent. Les salaires augmentèrent de 40% entre les années 1340 et 1380. Mais les élites refusèrent d'accepter cette redistribution du pouvoir économique. Le roi Édouard III imposa l'ordonnance des travailleurs en 1349, suivi du statut des travailleurs en 1351, des lois qui tentaient de fixer les salaires au niveau d'avant la peste de 1346. Cette tentative de supprimer artificiellement les salaires durant une période où la nourriture demeurait chère créa une colère explosive. Les travailleurs voyaient leur pouvoir d'achat s'effondrer précisément quand leur travail était devenu plus précieux que jamais. Cette combinaison de pénurie physique et d'inaccessibilité économique ne pouvait que mener à l'explosion sociale. En juin 1381, des dizaines de milliers de paysans et d'artisans se soulevèrent à travers l'Angleterre. Ils marchèrent sur Londres, brûlèrent des manoirs, détruisirent des registres de servage, exécutèrent des officiers royaux et des nobles impopulaires. Leurs demandes incluaient l'abolition du servage, la fixation de loyers équitables et la punition des conseillers corrompus du roi. Bien que la révolte ait finalement été écrasée et ses leaders exécutés, elle força les autorités à reconnaître que l'oppression économique extrême durant les périodes de pénurie risquait de détruire l'ordre social tout entier. L'Angleterre n'était pas unique. En Allemagne seule, les historiens ont identifié 60 phases distinctes d'agitation paysanne militante entre 1336 et 1525. Ces soulèvements culminèrent dans la guerre des paysans allemands de 1524 à 1525, le plus grand soulèvement populaire en Europe avant la Révolution française. Bien que cette révolte se soit produite techniquement après la période médiévale stricte, elle représentait l'aboutissement de siècles d'accumulation de griefs liés à la terre, à la nourriture et au pouvoir économique. La France connut ses propres explosions de violence paysanne, notamment les jacqueries de 1358, déclenchées par les ravages de la guerre de Cent Ans et les famines qui l'accompagnaient. Les Sionpi de Florence en 1378, les révoltes urbaines dans les villes flamandes, les soulèvements en Catalogne, tous témoignaient d'un schéma européen de résistance violente
quand les conditions économiques devenaient intolérables. Ces révoltes n'abolirent pas le système féodal, ni ne créèrent de démocratie. Presque toutes furent finalement écrasées par la force militaire supérieure des élites. Mais elles eurent des effets durables. Elles démontrèrent que la patience populaire avait des limites, que même les structures de pouvoir apparemment immuables pouvaient être secouées par une violence collective. Les autorités qui survécurent à ces soulèvements devinrent généralement plus prudentes dans leur exploitation, comprenant qu'il existait un point au-delà duquel pousser les populations affamées garantissait la révolte. La famine révélait donc les fissures fondamentales dans l'ordre social médiéval. Elle exposait brutalement les limites du pouvoir seigneurial et royal. Un roi pouvait commander des armées, mais il ne pouvait commander à la pluie de cesser. Un seigneur pouvait exiger des loyers, mais ces exigences devenaient vides de sens quand les paysans n'avaient littéralement rien à payer. La faim nivelait temporairement les hiérarchies sociales, pas en élevant les pauvres, mais en tirant tout le monde vers le bas. Que nous révèlent ces siècles de lutte contre la famine sur la vie médiévale et sur la nature humaine elle-même? Plusieurs vérités émergent de cette exploration sombre. Premièrement, la vulnérabilité était la condition normale, pas l'exception. Nous vivons aujourd'hui dans une bulle historique de sécurité alimentaire sans précédent. Pour nos ancêtres médiévaux, la possibilité de la famine planait constamment. Cette réalité façonnait tout: les structures sociales, les croyances religieuses, les systèmes économiques, les connaissances transmises entre générations. Comprendre cette vulnérabilité chronique nous aide à saisir pourquoi les sociétés médiévales développèrent les institutions qu'elles créèrent, pourquoi certaines connaissances étaient préservées avec tant de soin, pourquoi la nourriture dominait tant la vie quotidienne et l'imagination culturelle. Deuxièmement, la survie exigeait à la fois des connaissances collectives et une action collective. Les aliments de famine que nous avons explorés, du pain de seigle au pain d'écorce, ne pouvaient être utilisés efficacement sans un savoir élaboré transmis à travers les générations. Ce savoir vivait dans la mémoire communautaire, préservé non dans des livres, mais dans la pratique continue. D'ailleurs, la survie urbaine dépendait de systèmes collectifs: greniers publics, réglementation des prix, charité organisée. Les sociétés qui réussissaient à naviguer les famines étaient celles qui mobilisaient efficacement leurs ressources collectives. Troisièmement, même les systèmes les plus sophistiqués avaient leurs limites. Les greniers publics s'épuisaient, la charité monastique atteignait sa capacité, les importations de grains devenaient impossibles quand des régions entières souffraient simultanément. Durant la Grande Famine de 1315 à 1317, malgré tous les systèmes de secours, entre 10 et 25% de la population urbaine périt. Cette mortalité massive rappelle que la technologie et l'organisation médiévale, aussi ingénieuses soient-elles dans leur contexte, ne pouvaient surmonter certaines catastrophes climatiques. Quatrièmement, la hiérarchie sociale persistait même dans la catastrophe, mais elle était contestée. Les riches mangeaient peut-être du pain de seigle durant les famines, mais ils en avaient plus et de meilleure qualité. Ils mouraient moins fréquemment de faim que les pauvres. Pourtant, les famines créaient aussi des moments de contestation, où les émeutes de la faim forçaient des redistributions temporaires, où les exigences morales de la charité limitaient l'accumulation égoïste. La société médiévale n'était pas égalitaire, loin de là, mais elle reconnaissait certaines obligations mutuelles qui s'intensifiaient durant les crises. Cinquièmement, la résilience humaine face à la souffrance extrême inspire autant qu'elle horrifie. Les populations qui transformaient l'écorce d'arbres en pain, qui fouillaient les forêts pour des racines comestibles, qui survivaient année après année de pénuries chroniques, démontraient une volonté de vivre extraordinaire. Mais cette résilience avait un coût terrible en souffrances physiques et psychologiques.
Les survivants portèrent les cicatrices de la famine pour le reste de leur vie, dans leurs corps affaiblis et leurs esprits hantés. Enfin, ces histoires de famine nous interpellent encore aujourd'hui. Bien que la plupart d'entre nous, dans les sociétés développées, ne connaissions plus la fin médiévale, des millions de personnes à travers le monde vivent encore avec cette vulnérabilité. Les mécanismes de la famine, l'interaction entre le climat, l'économie et la politique demeurent pertinents. Les questions de qui mange et qui meurt de faim, de comment les ressources alimentaires sont contrôlées et distribuées, de quelles obligations les riches ont envers les affamés. Ces questions traversent les siècles. L'histoire des aliments qu'on détestait, mais dont on avait besoin, nous rappelle que la survie, parfois, exige de surmonter le dégoût, d'abandonner la fierté, d'accepter des nourritures que nous ne choisirions jamais en temps normal. Elle nous rappelle que la nourriture n'est pas simplement une marchandise, mais le fondement de l'existence, que sa disponibilité détermine qui vit et qui meurt, qui gouverne et qui se révolte. Lorsque les fours se refroidissaient et que le pain disparaissait des marchés médiévaux, nos ancêtres ne se résignaient pas passivement à la mort. Ils activaient des systèmes de connaissances et des structures sociales forgées à travers des générations de lutte contre la famine récurrente. Ils mangeaient ce qu'ils devaient manger, aussi répugnant soit-il, pour voir un jour de plus. Ils se révoltaient quand la faim devenait insupportable et que les autorités échouaient dans leurs obligations. Ils créaient des institutions pour gérer collectivement la catastrophe, imparfaite mais meilleure que l'anarchie totale. Ces stratégies ne prévenaient pas toute la souffrance, ne sauvaient pas tout le monde. Des millions moururent quand même. Mais des millions d'autres survécurent, et c'est leur survie qui nous a permis d'exister. Nous sommes les descendants de ceux qui ont mangé le pain de seigle contaminé, le pain d'orge grossier, le potage de fèves, les glands volés au porc, l'écorce de bouleau broyée en poudre. Nous sommes les descendants de ceux qui ont organisé les greniers publics, distribué la charité monastique, réglementé les marchés, et aussi de ceux qui se sont révoltés quand l'injustice devenait intolérable. Leur résilience face à une vulnérabilité que nous peinons à imaginer mérite d'être reconnue et comprise. Non pas pour romantiser la souffrance, car il n'y avait rien de romantique dans la faim qui tordait les ventres et brisait les familles, mais pour reconnaître l'ingéniosité, le courage et la détermination qu'il fallait pour survivre dans un monde où le pain, fondement de la vie, pouvait disparaître du jour au lendemain, laissant des populations entières se tourner vers des aliments qu'elles détestaient, mais dont elles avaient désespérément besoin.